En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la saison 2 de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Guy et son équipage partent en pleine nuit à la recherche d'un chalutier à la dérive, à bord duquel un feu semble s'être déclaré. Je m'appelle Guy, j'ai 60 ans, je suis retraité depuis un peu plus d'un an. J'étais auparavant officier de sapeur-pompier et je suis à la SNSM depuis l'âge de 18 ans, sur le Havre. Le 13 octobre 2020, le CROSS m'appelle sur mon téléphone, vers minuit à peu près. CROSS qui veut dire donc Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. J'ai un opérateur pour me signaler qu'un chalutier demande une assistance dans le nord-ouest du Cap d'Antifer, à environ 40 000 du Havre. Même à 20 nœuds, je sais que je ne mettrai pas moins de 2 heures pour allier le lieu du naufrage. Le chalutier est à la dérive, il y a de la fumée à bord et une voie d'eau également. 3 membres d'équipage sont sur le chalutier et commencent à organiser l'abandon du bateau. Parce qu'il y a déjà cette notion de départ de feu à bord et qu'un bateau en bois ou en matériaux composites peut très vite couler. Donc je sais que les membres d'équipage ont déclenché le radeau de survie pour se préparer à abandonner le bateau. Compte tenu de l'éloignement du lieu de l'intervention, le CROSS a engagé simultanément un moyen aérien, d'où l'intervention de l'hélicoptère. C'est toujours inquiétant de savoir qu'un bateau est en perdition et nous de progresser à la vitesse des moteurs. L'intervention va être longue. Je fais le choix de déclencher 8 membres d'équipage, un sous-patron, 2 nageurs de bord avec moi et 3 canotiers. L'idée c'est d'organiser l'équipage en quart de veille. Je m'arrange pour que la veille dure au maximum 2 heures. Au-delà des 2 heures, ça me semble difficile de nuit de garantir une veille efficace. Nous partons vers minuit et demi. Naviguer de nuit est toujours plus compliqué. On a perdu un peu l'habitude d'évoluer dans une ambiance où il n'y a aucune luminosité. C'est un horizon noir qui n'est marqué que par les feux de position des bateaux qui sont en transit, les feux des bouées de balisage. On sait que l'on va rencontrer les 3 premières bouées cardinales au large du cap de la Hève. Et passer le chenal du port d'Antifer, on perd de vue les lumières de côte. Donc ne nous reste que les écrans dans la timonerie. Écran radar, la cartographie électronique pour seul repère. Pendant le transit jusque sur le lieu de l'intervention, les moyens de communication radio nous permettent d'entendre les échanges entre le chalutier et l'hélicoptère de Cherbourg. L'hélicoptère, il a mis 22 minutes pour arriver. Le plongeur qui a été treuillé sur le chalutier a fait un rapide bilan de l'état du bateau et les conditions sur le chalutier ont imposé au plongeur de devoir treuiller les 3 membres d'équipage. L'hélicoptère se dirige vers un stade à proximité de l'hôpital de Fécamp où les attendent les sapeurs-pompiers. L'évacuation s'est faite suffisamment tôt pour qu'il n'y ait pas de dégâts corporels collatéraux dus aux fumées ou aux voies d'eau. Alors le fait de savoir que l'équipage a été treuillé compte tenu de cette notion de feu et de voie d'eau, c'est plutôt rassurant. Ce qui est moins rassurant, c'est que je sais que je vais arriver sur un chalutier qui sera vide d'occupants. Ce qui complique un petit peu la situation, c'est que les conditions météo se dégradent. On a un avis de grand frais qui court, ça veut dire qu'on a des vents de nord-ouest qui vont souffler à 60 à 80 km/h. Et puis une houle qui forcit, qui passe d'1,50 m à 2 mètres. J'arrive sur place, il est 2h30 du matin. Nous nous retrouvons devant un chalutier qui est vide d'occupants, qui est largement éclairé et qui donne un peu l'impression d'un vaisseau fantôme à la dérive. Il fait à peu près une vingtaine de mètres de long et il est bleu et blanc.
L'entrée d'eau dans le compartiment machine fait que l'eau alourdit le chalutier. Donc on a un bateau qui monte et qui descend au fur et à mesure déjà de la houle et de ses déplacements d'eau dans le compartiment machine. Jusqu'à ce que j'ai la certitude que la pompe de bord étale cette voie d'eau, je n'ai pas la certitude que le bateau ne va pas couler. On n'est pas habitué à se retrouver dans des situations de bateau à la dérive seul sans équipage. On a un contact VHF avec l'équipage qui nous permet de préparer notre approche, sauf que dans la situation actuelle, il n'y a plus de membres d'équipage à bord, donc tout va devoir se gérer finalement d'une manière silencieuse. Le CROSS me demande de récupérer, si possible, la balise de détresse du bateau. Ces balises de détresse se déclenchent via les satellites lorsqu'un bateau coule. Sauf que tant que ces balises ne sont pas désactivées, si jamais elles se retrouvent à la mer pour X raisons, ça lance un message de détresse et ça peut compliquer la gestion des secours et faire croire au CROSS qu'un autre bateau est en détresse. L'idée de manœuvre se précise, à savoir l'obligation que l'on va avoir de projeter 2 nageurs de bord sur le chalutier. Par contre, je sais aussi que les nageurs de bord sont en néoprène et en aucun cas il est question pour eux de lutter contre un départ de feu. Je reprends la barre au poste de pilotage extérieur de manière à ce que je puisse m'approcher en sécurité du chalutier et permettre aussi aux 2 nageurs de bord de monter à bord du chalutier le plus en sécurité possible. Ça ne peut se faire souvent que sur le tiers arrière. Après avoir estimé la manière dont le chalutier se comporte, je décide de projeter un nageur l'un après l'autre en tenant compte des effets de roulis dus à la houle. Ces opérations d'approche sont toujours délicates puisqu'on a un moyen qui est hors de contrôle. Donc un chalutier comme ça, on sait qu'il pèse environ entre 100 et 120 tonnes, alors que la vedette de sauvetage pèse 19 tonnes. Donc je fais préparer les pare-battages. Ce sont des grosses bouées que l'on utilise pour garnir le bord du bateau de sauvetage pour éviter les dégâts, lorsque les 2 moyens se télescopent. C'est toujours compliqué cette première dépose. Il y a toujours cette petite part d'aléa qui fait qu'on prend toujours un risque. Il faut faire très vite, les nageurs de bord le savent, ce qui est possible 1 minute avant n'est souvent plus possible 1 minute après, voire même 1 seconde après. J'approche sur son tribord sous le vent. Les 2 nageurs de bord sont sur l'avant du moyen de sauvetage. Ils sont littéralement catapultés sur le chalutier. Ils sont aidés bien sûr par les membres d'équipage, mais leurs conditions physiques font qu'ils vont utiliser une rambarde pour déjà se tenir, et puis se hisser et se projeter à bord du bateau assisté. Ils sont briefés au départ de manière à pouvoir récupérer dans un premier temps la balise de détresse, dans un deuxième temps de me confirmer s'il y a bien le feu à bord, si les pompes à bord sont capables d'étaler la voie d'eau. S'il y a plus d'eau à rentrer que les pompes ne sont capables d'en extraire, on sait que le chalutier, ça va être compliqué de le tenir en surface. Le premier tour en timonerie confirme que la pompe électrique du chalutier étale la voie d'eau et que plutôt que de fumer, il semblerait que ce soit de la vapeur d'eau mélangée à des vapeurs d'huile qui seraient vaporisées dans le local machine et la timonerie. Le chalutier est privé de ses propulseurs, il est à la dérive, à la merci du vent et des courants. En corrélation avec le CROSS, il est décidé de finalement passer une remorque sur le chalutier de manière à ce que ce bateau vide d'occupants ne devienne pas une épave dangereuse pour la navigation. Je décide de réaliser cette manœuvre au vent, c'est-à-dire que le vent va m'aider à projeter la remorque à bord et aider donc les nageurs de bord à recevoir cette remorque. La remorque est lourde, donc on envoie d'abord un petit filin, on appelle ça une touline. Je suis à peu près à 5 mètres du chalutier. Et ce petit filin va être lancé depuis la vedette de sauvetage. La remorque est très vite câblée sur les taquets du chalutier. Et à partir de là, je me remets dans l'axe du chalutier de manière à effectuer ce qu'on appelle un remorquage en ligne. Donc moi je suis devant et le chalutier est derrière, et avec entre nous deux presque 200 mètres de remorque.
est évoqué avec le CROSS la possibilité d'un accueil à Fécamp. Sauf que très rapidement, Fécamp refuse l'accès au convoi. Le fait d'avoir un bateau avec un départ de feu et une voie d'eau encourage pas le port de Fécamp à nous recevoir. Alors c'est pas une très bonne nouvelle parce que les conditions de mer se sont dégradées. On se retrouve avec une houle de nord-ouest, un fort vent de nord-ouest. Je fais effectuer presque un demi-tour au convoi pour redescendre vers le Havre. On se prend régulièrement des grains. On est sur l'eau depuis minuit et demi. Ces 2 heures de manœuvre au contact du chalutier ont été difficiles. L'équipage a besoin d'informations de manière à pouvoir anticiper sur l'après. Le remorquage a débuté depuis une bonne heure quand le CROSS confirme que le port de servitude d'Antifer nous accueillera. C'est à mi-route entre Le Havre et Étretat. Nous serons sur Antifer dans à peu près 7 heures. Le chalutier, on le voit quand il est en haut de la houle. Les 2 SNB1 à bord du chalutier. On les voit plus ou moins puisque eux ont des tenues avec les bandes réfléchissantes. On les voit quand ils actionnent leur lumière et leur flasheur. Et on les voit plus quand ils ont tout éteint, qu'ils se sont trouvés une position, on va dire, de repos, de confort approximative. Ils ne peuvent pas se mettre à l'abri dans la timonerie puisque la timonerie est envahie de vapeur d'eau et de vapeur d'huile. Donc ils sont obligés de rester à l'extérieur. Ils peuvent difficilement se réfugier dans un endroit qui les met à l'abri du vent, des embruns et des grains que nous prenons régulièrement. Ils sont soumis au mal de mer. Quand on est soumis au mal de mer, on a rapidement froid, on a soif. Quand on communique avec eux, très rapidement on perçoit chez eux un sentiment de difficulté avérée, de lassitude, d'impatience sur le temps que l'on va mettre pour rallier le port, un peu comme des gamins dans une voiture, quand est-ce qu'on arrive, Donc c'est aussi de trouver les mots pour leur dire tenez bon. Je sais que ce sont 2 guerriers, donc je suis pas plus inquiet que ça. Ce qui est plus frustrant dans ces cas-là, c'est de ne pas pouvoir leur déposer 2 bouteilles d'eau et puis une couverture, par exemple. La fatigue, elle est installée, elle est réelle, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à m'assoupir. Il y a les bruits des moteurs et puis il y a cette approche aussi du Cap d'Antifer qui est toujours un peu particulière. Il faut vraiment être très très vigilant. C'est un endroit où il y a de forts courants. Là, je sais que les conditions météo ne sont pas idéales. Et puis l'autre contrainte et les détails, c'est que un chenal est délimité par des couples de bouées. Donc là, je sais qu'il va falloir que je passe entre 2 bouées avec un chalutier qui est 200 mètres derrière moi. Donc il faut anticiper avec la dérive due au vent, avec la dérive due à la houle, avec la dérive due au courant. À Antifer vont se dérouler les manœuvres d'approche d'un quai. Il faudra que l'équipage soit comme aux premières heures d'un réveil, c'est-à-dire avec un état de vigilance et de capacité à réagir maximale. Donc c'est quelque chose qui monopolise l'attention et qui fait qu'on a l'esprit quand même un peu préoccupé. Nous sommes par le travers du chenal d'Antifer vers 8 heures à peu près du matin. Alors traverser le chenal, ça ne veut pas dire que l'intervention se termine, puisque l'idée c'est de pouvoir après se mettre à l'abri de la grande digue du terminal pétrolier pour raccourcir la remorque. Quand on arrive enfin au port de servitude d'Antifer et quand l'intervention est sur le point de se clôturer, c'est déjà un grand soulagement d'avoir réussi à mener à bien cette mission sans qu'il y ait de blessés. Les 2 nageurs de bord sont en légère hypothermie. Bon alors ils puent, ils sont pleins de vomi. C'était un sacré spectacle. Donc la première chose, c'est d'utiliser un point d'eau pour se rincer, s'hydrater et de pouvoir se réchauffer en quittant leur tenue néoprène et puis boire un thé ou un bon café chaud. Les pompiers ont été demandés via le CROSS, donc ils sont arrivés avec des moyens et de pompage et des moyens de lutte contre l'incendie. Et c'est seulement à ce moment-là que nous avons eu confirmation qu'il ne s'agissait que d'eau projetée sur le bloc machine qui se vaporisait. Donc une durite s'est rompue, fait que l'eau de mer, au lieu de suivre son circuit normal, se déversait sur un bloc machine qui est chaud. Donc l'eau se vaporisait, l'huile se vaporisait également et on obtenait un mélange nauséabond et surchauffé de vapeur d'eau et d'huile mêlée. Ce que eux ont pris pour un dégagement de fumée. Ce qui a aussi incité le plongeur de l'hélicoptère de Cherbourg à treuiller tout le monde parce qu'il ne voyait pas non plus d'issue possible.
dans la manière de gérer la panne. L'intervention a duré plus de 11 heures, puisque nous sommes partis à minuit et demi pour rentrer au Havre à 11 heures le lendemain matin. Les familles se sont inquiétées parce que, en général, tous les canotiers emmènent leur téléphone avec eux et puis communiquent via les réseaux sociaux ou par SMS pour renseigner les familles sur la durée de l'intervention, sauf que là, notamment les 2 nageurs de bord n'avaient pas de téléphone. Donc leur conjointe s'inquiétait véritablement. Une a appelé le CROSS pour savoir ce qui se passait. Et puis finalement, tout allait bien. Donc tout le monde a été rassuré de récupérer ses petits et puis de savoir que tout se terminait bien. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le 5e épisode de la saison 2 de Canal 16. Une histoire de la SNSM, racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisé par Nicolas Mollet, mixé par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.